Carole, il semble que l'un des principaux problèmes reste la centrale nucléaire de Zaporizhia. Que ressentez-vous face à la situation là-bas? Est-ce que cela va être l'un des points clés des négociations? Ou bien la Russie est-elle intéressée par des négociations ou par un compromis concernant la centrale nucléaire? Ou ont-ils simplement pris leur décision? Si l'on veut adopter l'évaluation plus optimiste que Larry vient de donner, et j'aimerais beaucoup que cela se produise, alors il faut parler de la manière dont on va partager les sources d'énergie et de la façon dont on va les rendre bénéfiques pour les deux parties, à mon avis. Donc, une fois que la rancune se sera un peu apaisée et qu'une responsabilité solide sera en place, produisant l'énergie qu'elle est censée produire, de manière sûre et normale, pour ainsi dire. Alors cette énergie devrait être partagée. Et elle devrait l'être des deux côtés de la, vous savez, ligne, quelle qu'elle soit, la clôture, ou peu importe, ce qui finira par représenter ce dont nous parlons quand nous évoquons la division de l'Ukraine neutre, non membre de l'OTAN, non soutenue par les puissances européennes, et la Russie. Il faut dire, tu sais, nous n'avons même pas encore parlé de l'un des plus grands sujets qui hantent tout le monde dans cette affaire. Et c'est là-dessus que je reprocherais un peu quelque chose à John dans sa conférence. Je taquine John ce matin, mais c'était vraiment une excellente conférence. J'ai eu l'impression d'être de retour dans une salle de classe de William & Mary, avec la magie à portée de main, ma fougue et tout le reste. Nous ne regardons même pas ce qui se passe en ce moment dans le monde, en temps réel, en ce qui concerne la crise climatique. Cela devient très grave. Nous venons de franchir le seuil, si l'on peut dire, de l'augmentation de la température en Fahrenheit, au-delà duquel il n'y a plus de retour possible. Nous allons commencer à en souffrir sérieusement. Je serai mort avant le milieu du siècle, quand le vrai nœud du problème frappera. Mais tout cela devra être pris en considération. Les gens comme Trump, qui affirment que la crise climatique est une supercherie, doivent partir. Nous devons nous en débarrasser. Et nous devons commencer à faire ce qu'il faut pour transformer ce qui est colossalement polluant en quelque chose de minimalement polluant, puis en quelque chose qui ne pollue plus du tout, ou aussi peu que possible. Et Zaporizhia et d'autres endroits. À une époque, je n'étais pas vraiment partisan de l'énergie nucléaire, en partie parce que tous les scientifiques me disaient que c'était trop cher. Mais nous en arrivons maintenant à un point où nous pouvons probablement le faire pour environ 50% de ce que cela coûtait auparavant. C'est un vieux complexe, si l'on veut, mais il doit faire partie de la transition vers l'avenir. Et je pense que l'énergie nucléaire doit désormais faire partie de l'avenir. Qu'il s'agisse de l'énergie de fusion sous une nouvelle forme, de la fission, d'une combinaison des deux ou autre. Mais elle doit faire partie de l'ensemble, avec l'éolien, le solaire et d'autres sources que nous pourrions inventer. Il faut que nous avancions. Et ces situations, comme en Ukraine, à Gaza, en Syrie, au Liban et ailleurs. D'ailleurs, j'ai vu hier que les FDI ont publié des chiffres montrant qu'Israël n'a pas passé un seul jour de la trêve au Liban sans tuer plusieurs personnes. Pas un seul jour. Il faut que nous arrêtions ces absurdités et que nous nous concentrions sur des choses plus sérieuses. C'en est simplement un symbole. Il doit y avoir du partage. Oui, Larry, Donald Trump, il semble qu'il ait donné le feu vert à Israël pour attaquer le Liban. Et après l'assassinat, qu'est-ce qu'Israël va faire de cette attaque? Vont-ils se cacher sous terre? Vont-ils, tu sais, mener des bombardements aériens sur le Liban? Qu'en penses-tu? Eh bien, qu'est-ce que cela accomplit, à part tuer quelques personnes au sol? Nous n'avons pas un seul exemple, à part l'utilisation des armes nucléaires, les bombes atomiques au Japon, à Nagasaki et à Hiroshima, où le largage de bombes a réellement changé
ou forcer l'issue d'un conflit. Donc, vous savez, tous les bombardements que nous avons effectués en Irak, toute cette campagne de choc et d'effroi, idem pour l'Afghanistan, pareil en Syrie. Il faut finalement déployer des troupes au sol. Et c'est là que réside la faiblesse d'Israël. Je soutiens que leur armée est un groupe indiscipliné de meurtriers. Et ils ont démontré leur incompétence. Ils disposaient d'une zone d'environ 360 km². Tu sais, si je calcule, disons 5 par 25 à peu près, à Gaza, sur une période de 2 ans, ils n'ont pas réussi à en prendre le contrôle, à la pacifier et à vaincre une force insurgée. Ils ont échoué. Tout ce qu'ils ont pu faire, c'est créer beaucoup de décombres, rendre des gens sans abri, tuer de nombreux civils. Mais tu sais, la force militaire n'est censée être qu'un des éléments d'une politique plus large, où, une fois les combats terminés, peut-on reprendre le travail de gouvernance? Ce qui veut dire, peut-on ramasser les ordures, rétablir les services publics, eau, assainissement, rallumer les lumières, maintenir l'électricité en fonctionnement. Vous savez, juste quelque chose basique, ou, en d'autres termes, simplement prolonger la souffrance. Israël est très doué pour prolonger la souffrance. Mais, vous savez, l'idée qu'ils ils ne cessent de parler, comme s'ils allaient entrer à nouveau au Liban. Ils l'ont déjà fait, et ils finissent toujours par être repoussés, parce que, vous savez, en particulier le Hezbollah. Le Hezbollah ne cherche pas à provoquer un combat en ce moment. Mais s'il est attaqué, il ripostera, et il infligera des dégâts aux Israéliens. Les Israéliens infligeront des dégâts au Hezbollah, mais cela ne mène pas à une fin pacifique. Donc en ce moment, Israël perd de la population. Son économie ne se porte pas bien. Un grand nombre de réservistes souffrent de graves troubles de stress post-traumatique. Il n'y a aucun avantage à cela. Alors, oui, vont-ils continuer dans cette voie? Oui, probablement. Mais j'ai remarqué que l'épouse d'Alastair Crooke, Aisling, a diffusé un résumé de la presse hébraïque indiquant qu'ils se rendent compte que tout espoir d'un accord d'Abraham et de relations cordiales avec l'Arabie saoudite est mort, c'est du passé, et qu'Israël se retrouve de plus en plus isolé. La tendance ne va pas dans le sens inverse. Carl, il semble que l'administration Trump n'ait pas réussi à convaincre le gouvernement libanais de s'opposer au Hezbollah, de désarmer le Hezbollah. Et maintenant, elle change de politique, donnant le feu vert au gouvernement israélien pour les attaquer. Comment cela va-t-il affecter la situation interne? Parce que si tu te souviens, avant la guerre sur le terrain entre le Hezbollah et les Israéliens dans le sud du Liban, il n'y avait pas de gouvernement fonctionnel au Liban. Aujourd'hui, il y a un gouvernement et il essaie de coopérer avec l'Occident, de rester lié à l'Occident. Alors, comment cela se passe-t-il? En quoi vois-tu cela profiter à qui que ce soit? Penses-tu qu'en forçant le gouvernement libanais à réagir à ce qui se passe dans le cas d'une intervention israélienne, cela va aider la position des États-Unis et leurs objectifs vis-à-vis du Liban? Eh bien, vous avez omis de mentionner que nous avons construit l'ambassade la plus chère à ce jour au Liban, servant de quartier général pour la CIA, le MI6 et le Mossad. Et vous avez également omis le fait que Bibi Netanyahou adorerait hisser le drapeau israélien sur le bâtiment du gouvernement libanais et s'approprier le Liban. Et vous avez oublié de dire qu'à chaque fois qu'Israël bombarde le Liban, il ne vise pas seulement le Hezbollah ou ce qu'il appelle des cibles terroristes. Il bombarde aussi l'infrastructure économique, car il ne veut pas que le Liban redevienne ce qu'il était autrefois, le véritable Paris de la Méditerranée orientale. Ils connaissent les capacités du peuple libanais s'il était laissé tranquille sur le plan économique, commercial et dans d'autres domaines. Et donc, ils voudraient détruire le Liban
ou du moins le maintenir à un niveau où il ne peut pas devenir une puissance économique productive, incapable d'exploiter le gaz, le pétrole et les autres ressources qu'ils ont légitimement découvertes dans la partie de la Méditerranée qui leur appartient. Oh, et au passage, Israël a aussi pris le contrôle de tout ce que Gaza possédait. Et n'oublions pas, Israël est en guerre avec l'Iran. Et si vous allez faire la guerre à l'Iran, autant éliminer le Hezbollah aussi. Donc oui, je pense que Netanyahou est toujours sur le même cheval de guerre qu'il a toujours monté. Et je ne pense pas que Donald Trump soit ailleurs que sur la croupe de ce cheval avec lui. Colonel, ils ont envoyé un avion de chasse qui a violé l'espace aérien irakien, s'approchant de la frontière iranienne. L'avion a été ravitaillé par des appareils américains. Oui, nous venons de conclure un contrat avec Boeing pour 14 ou 15 avions supplémentaires. 2 soldats de Tsahal ont été tués dans le sud de la Syrie hier. Larry, se prépare-t-il à la guerre? Est-ce, selon toi, le signe d'une guerre entre Israël et l'Iran? Allez-y. Eh bien non, écoutez. Ma plus grande crainte, c'est qu'Israël décide d'utiliser 1 ou 2 armes nucléaires contre l'Iran. Et encore une fois, cela ne mettrait pas fin à la menace ni au problème tel qu'Israël le perçoit, car Israël n'a pas la capacité suffisante pour anéantir tout l'Iran. Il a la capacité de frapper certains sites et de tuer un grand nombre de personnes, mais cela laisserait l'Iran en position de riposter. Et lorsqu'il le ferait, cela dévasterait Israël. Je veux dire, ce serait vraiment un acte suicidaire. Sans parler du fait qu'un tel acte pousserait probablement même le Pakistan à utiliser ses armes nucléaires contre Israël. Si vous avez remarqué, le Pakistan et l'Iran se rapprochent. Ils coopèrent beaucoup plus ces derniers temps. Donc vous savez, jusqu'à présent, la menace d'attaquer l'Iran a été, je pense, sur la liste de souhaits des Israéliens. Un peu comme la liste de souhaits d'un enfant qui veut un poney pour Noël. Ils aimeraient bien l'avoir, mais les chances qu'ils obtiennent réellement ce qu'ils veulent sont très très minces. Ils vont simplement continuer ainsi. Ils utiliseront l'Iran comme prétexte pour justifier leur génocide continu contre les Palestiniens. Mais vous savez, nous en sommes à un stade où, malgré leurs menaces constantes d'attaquer, je pense qu'il reste encore quelques professionnels militaires au sein de Tsahal et de la communauté du renseignement qui reconnaissent que cela reviendrait à signer notre propre arrêt de mort en tant que pays. Une guerre avec l'Iran signifie qu'il est probable qu'Israël en tant qu'État cesse d'exister. La seule chose que j'ajouterais à cela, c'est que l'État d'Israël va cesser d'exister. L'État juif d'Israël est fini. Et Bibi est la dernière personne que vous voudriez voir aux commandes quand cette prise de conscience le frappera. Karl, pour la première fois, nous avons eu le guide suprême de l'Iran qui s'est exprimé sur la guerre entre l'Iran et Israël, la guerre de 12 jours. Il a dit qu'ils étaient venus, qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient prévu de faire, qu'ils n'avaient rien accompli et qu'ils avaient simplement terminé l'opération. Comment? Parce que pour l'instant, à mon avis, c'est d'Israël que tu parles. il a dit à propos d'Israël et des États-Unis, ils nous ont attaqués, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire, mais ils n'ont rien pu accomplir. Qui est-ce, Raji? Le guide suprême de l'Iran a déclaré cela. Oh, d'accord. Oui. Et il a dit qu'il n'était pas prêt, qu'il n'était pas intéressé à négocier avec Donald Trump. Il a dit qu'il n'y avait aucun intérêt à négocier avec Donald Trump et son administration. Ils ne sont pas capables de négocier. Ils ne sont pas sérieux dans leur comportement.
Alors, les Iraniens se réveillent enfin et commencent à voir clair. Ils comprennent à quel point l'Empire est perfide. Je suis d'accord avec eux. Je ne négocierai plus jamais avec nous, quelles que soient les circonstances. Enfin, peut-être seulement si j'avais le type attaché avec un rasoir droit sur la gorge. Là, je pourrais envisager de négocier. Sinon, je ne négocierai pas avec l'Empire. Je ne négocierai avec l'Empire pour personne au monde aujourd'hui, car nous sommes l'entité la plus trompeuse de la planète. Et ce n'est pas seulement Trump. Vous savez, cela dure depuis le 11 septembre. Cela a été amplifié par Blinken, Sullivan et Biden, puis Trump s'est simplement emparé de la perfidie déjà bien amplifiée de l'Empire. Je ne sais pas comment les Iraniens peuvent s'en sortir, pourtant. Ils sont actuellement frappés, comme tu le sais, par une sécheresse massive dans le sud du pays. Probablement pas assez d'eau pour que tout le monde puisse boire. Il n'y a pas de véritable solution, et personne ne les aide à ce sujet. Il devrait y avoir des gens pour les aider dans cette situation, et surtout, nous devrions les aider. Tout comme nous n'aidons pas d'autres peuples dans le monde, comme Cuba avec les victimes de Melissa. Tu sais, je ne sais pas quoi dire. Je pense qu'ils vont attaquer. Je ne suis pas d'accord avec Larry là-dessus. Je pense qu'ils vont attaquer l'Iran. Je pense qu'Israël va attaquer l'Iran. Je ne pense pas que Bibi, à moins qu'il ne soit évincé, si cela arrive d'ici Noël ou à un autre moment, alors peut-être qu'il pourrait y avoir une autre voie pour Israël. Mais tant que Bibi est là, il doit agir contre l'Iran. Il a fait cette promesse trop de fois, il en a trop parlé, et il ne peut plus reculer maintenant. Il doit abattre l'Iran. Je pense que le message est passé en Israël, même parmi les gens ordinaires dans la rue, sur la façon dont l'Iran a infligé une lourde défaite à Israël lors de la récente guerre, les 12 jours. Peut-être pas avec toute l'ampleur et la profondeur que cela aurait si c'était perçu de manière réaliste, mais au moins le citoyen juif moyen d'Israël comprend qu'ils ne s'en sont pas très bien sortis. Larry, veux-tu ajouter quelque chose avant de conclure? L'élément clé dans tout cela sera les États-Unis. Si Trump met ses menaces à exécution, selon ce qui a été rapporté, qu'il va se débarrasser de Susie Wiles et Pam Bondi, il se rendra peut-être compte que sa position pro-israélienne lui a nui, et il essaiera de revenir vers le centre. Mais à défaut, nous nous dirigeons vers une année 2026 difficile. Il y a tellement de problèmes qui sont exactement ce que Larry a dit. Je veux dire, l'Empire est peut-être en déclin, mais il reste au cœur de nombreux problèmes dans le monde aujourd'hui. Et si Trump venait soudainement avoir la lumière, pour ainsi dire, cela pourrait faire une grande différence.